pas selon la façon mais vraiment que chacun va sa gauche, chacun sa gauche, ces valeurs-là. Et ça peut se rappeler, il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des Gilles. Là, pensons là, concrètement à la Haute-Gaspésie, qui depuis des années se fait couper de façon répétitive, de plus en plus fréquente, par exemple les services d'obstétrique. On a même vu des services d'urgence être fermés dans certains hôpitaux de la Gaspésie dans la dernière année. On voit de plus en plus des fermetures de services. Là. Les raisons qui sont invoquées, c'est le manque de personnel. Nous recevons aujourd'hui l'analyste politique et ancien ministre Gaétan Lelièvre pour discuter des grands défis qui attendront les futurs élus municipaux au lendemain des élections du 2 novembre. Alors que le rôle des municipalités est en constante évolution, avec de nouvelles responsabilités déléguées par Québec, les nouveaux élus devront naviguer dans un contexte de plus en plus complexe. Gaétan Lelièvre aborde les priorités incontournables comme la crise du logement, mais aussi les défis plus larges comme l'amélioration du milieu de vie et la gestion des dossiers en zone grise où les municipalités doivent intervenir sans en avoir officiellement le pouvoir. Il nous dresse un portrait des enjeux qui se retrouveront sur la table des nouveaux conseils municipaux. J'aimerais t'entendre sur, dans le fond, on va commencer par quelque chose d'un petit peu plus large, en lien avec les élections. C'est souvent à quoi on a à faire face, parce que je sais que chaque municipalité a ses défis, mais quand même, il y a des défis communs. Je sais que de plus en plus, on voit des collaborations, que ce soit les regroupements des municipalités, que ce soit les regroupements des MRC, les regroupements. Est-ce que c'est suffisant? Donc, on peut peut-être parler des défis. J'aimerais t'entendre un petit peu là-dessus, à quoi on va avoir à faire face, et surtout avec cette année préélectorale, comme on a parlé un petit peu la dernière fois. Comment toi, tu vois la situation à venir pour les nouveaux maires et préfets? Ben, c'est sûr que le monde municipal est en constante évolution, transformation depuis de nombreuses années et les défis sont de plus en plus nombreux. Le gouvernement, bon, c'est connu, hein, délègue beaucoup de nouvelles responsabilités aux municipalités. On demande d'avoir donc plus d'expertise aux municipalités, aux MRC également. Puis là, il y a tout un questionnement. Ce que j'entends beaucoup des intervenants municipaux, autant les élus que les fonctionnaires, c'est que ces gens-là doivent être très imaginatifs et trouver de nouveaux moyens, de nouvelles ressources pour satisfaire à ces nouvelles exigences-là. Surtout les municipalités de petite taille en population, en nombre. Parce que souvent, ces municipalités-là, qui ont moins de population, par le fait même souvent ont moins de budget, ben, ils ont moins de ressources, moins d'employés, et ça devient difficile pour les directeurs généraux qui deviennent des chefs d'orchestre, des grands généralistes, de pouvoir souvent là, répondre à des attentes, des exigences plus pointues, d'où l'importance ou d'où la nécessité, le réflexe de plus en plus de travailler en intermunicipal, en se dotant de ressources communes, ou encore en confiant, en déléguant certaines responsabilités au palier territorial qu'est la MRC, qui, elle, de plus en plus, prend de l'expertise et avec les nouvelles responsabilités, des budgets supplémentaires, ben, peut se doter de ressources spécialisées pour aider, soutenir certaines municipalités qui n'ont pas les ressources à l'interne. D'accord. Est-ce que au niveau, comment toi tu vois la situation sur l'attractivité, parce que ça peut être un frein aussi dans le monde politique de ne pas avoir assez de gens qui sont intéressés et donc du coup de gens qui se présentent et donc et des fois c'est des réalités sur notre territoire aussi où il y a des gens qui sont élus sans forcément avoir eu de concurrence ou est-ce que j'imagine qu'on parle beaucoup de démocratie municipale ces derniers temps aussi, d'une difficulté à recruter des candidats aux élections par exemple. Oui, effectivement, ça augmente le niveau de difficulté de recruter aux deux niveaux, soit le niveau bureaucratique, administratif et également au niveau politique, les élus, maires, conseillers. Parce que effectivement, ce sont des tâches qui sont de plus en plus exigeantes, qui demandent de plus en plus de temps et différents phénomènes comme notamment, bon, le développement de nouvelles plateformes numériques, les médias sociaux font en sorte qu'il y a beaucoup de critiques, souvent gratuites, très souvent négatives, à l'égard des élus, des fonctionnaires municipaux. Donc, ces gens-là sont vraiment sur la sellette, sont aux premières loges, les premiers là, dans la mire souvent des francs-tireurs.
Finalement, il y a un risque, hein, il y a un prix à payer pour faire de la politique municipale aujourd'hui et même pour occuper certains postes de fonctionnaires dans les municipalités ou au niveau territorial MRC. Donc, les salaires sont, bon, dans la moyenne. Bon, les salaires ne sont pas extravagants. Ils sont souvent moins élevés que dans le privé, un peu plus élevés que dans la fonction publique québécoise, mais souvent inférieurs à la fonction publique fédérale. Donc, on entend parler beaucoup d'études qui démontrent que les employés municipaux sont payés plus que la fonction publique québécoise. Oui, à certains égards, c'est vrai, mais les mêmes fonctionnaires vont transférer dans le privé dans à différents niveaux, que ce soit pour des firmes spécialisées ou encore pour le fédéral. Et là, souvent, les conditions vont être supérieures. Donc, c'est pas le salaire qui les amène là. C'est pas première source de motivation. Puis du côté des élus, ben, on sait que les salaires des élus dans des petites et moyennes municipalités en Gaspésie, c'est très, très bas. On parle la plupart du temps de moins de 10 000 dollars, souvent moins de 20 000 dans les municipalités de moyenne taille. C'est sûr que les plus grandes villes, comme Gaspé, qui fait peut-être exception à la règle, a des salaires pour les élus plus élevés, mais c'est comme l'exception en Gaspésie et aux îles. Là. Partout ailleurs, on parle de conseillers, conseillères, maires, mairesses, là, qui gagnent entre 10 et 20 000 pour finalement beaucoup de responsabilités, beaucoup de critiques souvent. Et donc, les gens ne vont pas nécessairement là pour la paix. Ils vont par souci généralement d'aider leur communauté, de s'impliquer. Mhm. Alors une question comme un peu originale aussi, mais la priorité des priorités. Est-ce qu'il existe une priorité qui surplombe toutes les priorités là qu'on va devoir faire face? Parce qu'on parle dernièrement, on fait beaucoup d'entrevues ensemble, on voit bien qu'il y a des dossiers qui sont au-dessus beaucoup d'autres et qui concernent la majorité des municipalités, malgré qu'on puisse avoir comme tu disais, des tailles différentes. Toi, est-ce que s'il y en avait une ou des dossiers à nommer, ce serait lesquels? Avant d'identifier une ou des priorités, ce qui est quand même pas facile, Hmm. j'aimerais peut-être mentionner que ce qui devrait guider les élus dans leur choix de priorité pour leur municipalité dans laquelle ils demeurent, ça devrait être d'améliorer le milieu de vie qui est la municipalité. Quand on appelle ça un milieu de vie, c'est différent, ça nous donne une autre perception des enjeux et de la réalité que, par exemple, si on utilise le terme territoire, secteur, endroit. Ça, c'est physique. Mais quand on parle de milieu de vie, là, ça amène toute la dimension humaine à, à la municipalité. Puis là, ça nous fait prendre conscience, peut-être davantage, là, de certains enjeux qui sont vraiment très importants parce on intervient directement dans la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Donc là, quand on parle de qualité de vie, de milieu de vie, ça nous amène dans une réflexion à un autre niveau. Hein. C'est pas juste, par exemple, les égouts, le déneigement, la signalisation. C'est vraiment, quand on parle de qualité de vie, c'est, par exemple, comment les familles peuvent être mieux sur ce territoire-là, dans ce milieu-là. Comment les enfants peuvent être mieux, comment les aînés peuvent être plus heureux. Donc moi, je trouve que c'est une nuance qui est importante. Tu sais, oui, c'est important, les services techniques, là, le déneigement, la cueillette des ordures, des matières récupérables, mais c'est plus que ça aujourd'hui, une municipalité. Si on veut si on veut avoir un futur pour nos municipalités, il faut améliorer notre milieu de vie. Puis ça monte la barre un peu plus haut. Donc, ça veut dire, par exemple, des services de proximité. Si on n'a pas de dépanneur, si on n'a pas de station-service, puis si on doit parcourir des dizaines de kilomètres avec une population vieillissante, avec aussi un phénomène positif de nouveaux arrivants, des jeunes familles, ben, il ne faut pas demander à une jeune famille de faire 20 kilomètres pour aller chez une pinte de lait, là. C'est pas long qu'ils vont peut-être dire on va changer de village, là. Même chose pour nos aînés qui souvent, par exemple, ont plus de voiture ou encore veulent pas se déplacer le soir, ben c'est la même chose. Donc, tous les services de proximité sont importants. Toute la vie communautaire est importante. On en parlait beaucoup moins il y a quelques années, mais là, de plus en plus, c'est un facteur d'attraction et de rétention de nos jeunes familles et aussi de nos aînés, la vie communautaire. Est-ce qu'on a des activités pour eux? Puis après ça, ben, il y a toute la panoplie de services essentiels, là, qui sont les services les plus traditionnels. La sécurité publique, bon, la protection incendie, la voirie, le déneigement. Mais tu comprends, je tenais à faire cette nuance-là là, parce que les élus municipaux
et les fonctionnaires municipaux ont un rôle énorme à jouer au niveau de cet élément-là qui est la qualité de vie dans le milieu de vie qu'est la municipalité. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'on fait ces efforts-là, tout le monde ensemble, dans chacune de nos communautés, ben, c'est quoi la priorité prioritaire, peut-être au niveau régional? Ben, moi, je pense que l'habitation, le logement est devenu une priorité prioritaire. Il y a aussi la fameuse question du transport qui nous rejoint pas nécessairement toujours directement dans notre quotidien, mais qui est une condition de base. Si on n'a pas de niveau de service de transport adéquat, on a beau être heureux dans notre communauté, mais on doit se déplacer pour des services de santé spécialisés, on doit se déplacer pour aller voir nos familles qui sont à l'extérieur, nos enfants, nos parents souvent. Donc, toute la notion de transport, là, qui est très, très à mauvais point depuis plusieurs années, ça m'apparaît un enjeu qui pourrait être un enjeu régional, parce que ça rejoint toutes les communautés, mais à des différents niveaux. Hmm. Mais c'est comme ça que j'aurais le goût de te répondre. Ouais. Ouais, c'est intéressant parce que je vois bien en répondant de cette façon, je vois bien comment il y a des priorités très concrètes et locales. Mais j'ai entendu dire aussi beaucoup ces derniers temps et ces dernières années où le gouvernement demandait beaucoup aux municipalités, peut-être dans des dossiers qui ne devaient pas trop ou pouvaient être concernés à des échelles différentes. Je pense au caribou, je pense à des dossiers où les municipalités devaient se prononcer ou même aller de l'avant sur certains dossiers. Et ça démarque bien entre je m'occupe de quelque chose de très local ou quelque chose de plus large. Comment toi tu vois cette situation-là? Ben, c'est un défi, hein? C'est un défi pour les municipalités. Puis l'exemple du dossier du caribou montagnard, surtout dans la Haute-Gaspésie, est un exemple frappant. J'ai d'ailleurs collaboré avec la MRC de la Haute-Gaspésie dans ce dossier-là pour un des volets de cet immense projet-là qui est multifacette. Et effectivement, le gouvernement du Québec, dans le fond, a mis la MRC dans une situation très difficile, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de se prononcer sur un enjeu qui est très complexe, un enjeu qui rejoint toute la question de la protection de l'habitat du caribou, qui rejoint des préoccupations environnementales, puis qui rejoint directement aussi, qui a des impacts directs avec justement la qualité de vie dans le milieu, puis même le milieu de vie que sont nos municipalités. Quel est l'avenir de nos communautés si, par exemple, ces mêmes communautés-là doivent prendre des décisions, peut-être pour protéger, par exemple, une espèce menacée, mais à quel prix? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier une partie de notre économie qui est déjà extrêmement précaire? La réponse, là, il n'y a personne qui a la réponse de façon absolue. Je pense que certains sont prêts à aller beaucoup plus loin pour protéger l'espèce menacée qu'est le caribou. D'autres vont dire, ben, nous, on est déjà très affligés au plan social et économique. La MRC de la Haute-Gaspésie, bon, en termes d'indice de dévitalisation, compte parmi les premières au Québec. Donc, beaucoup de, beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut se permettre euh, d'interrompre ou d'arrêter certaines activités économiques, notamment au niveau touristique, qui a été peut-être la priorité des 20 dernières années en termes de diversification de l'économie de la Haute-Gaspésie, après l'effondrement de toute la transformation des ressources naturelles, le secteur des mines, le secteur de la forêt. On s'est tourné du côté de la Haute-Gaspésie beaucoup vers le récréotourisme. Là, l'enjeu du caribou vient interférer directement dans cette sphère économique-là. Donc, ça a été un dossier extrêmement délicat. Puis, je pense que c'est un exemple là, de dossier complexe où le gouvernement demande aux communautés de jouer un peu le rôle de spécialistes, ce qu'ils ne sont pas vraiment, Mm. parce qu'ils n'ont pas les ressources pour effectuer les recherches et leur permettre de se positionner de façon adéquate. Donc, ça n'est un exemple là, vraiment là, de nouvelles responsabilités qui incombent dans la cour des MRC ou des municipalités. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur, là. Puis c'est vraiment un dossier extraordinaire, entre guillemets, que la Ouais. Haute-Gaspésie là, a travaillé dans la dernière année, puis c'est encore un enjeu actif, là. C'est clair que c'est un débat encore pour plusieurs années, là. C'est très complexe, puis c'est extrêmement important, là, tu sais. Maintenant, qui dit vrai?
On a les tenants de l'environnement, les tenants de la protection de l'espèce menacée, les tenants de l'occupation du territoire, les tenants euh, justement du maintien d'un niveau de qualité de vie décent. Mais chose qui est sûre, Marc, à mon avis, puis c'était l'objet ou c'était un peu la prémisse de mes recommandations au Conseil de la MRC, c'est que la solution ne peut que passer par une concertation, d'abord un discours, des communications franches, honnêtes, respectueuses, professionnelles, entre l'ensemble des intervenants de tous les secteurs concernés, puis une tentative d'arriver à un niveau de concertation dans le milieu. Parce que c'est une question extrêmement complexe, extrêmement délicate. Puis si le milieu est divisé, on laisse toute la place à la machine gouvernementale pour décider à notre place. Ça, c'est clair. Si on ne s'entend pas sur le territoire, si on ne réussit pas à faire des consensus, du moins partiels, du moins sur certains enjeux de ce dossier-là, mais ce que je te dis s'applique à d'autres éventuels sujets ou enjeux, c'est clair que quand le milieu concerné est divisé, le gouvernement est mort de rire, comme on dit, parce que lui, il a toute la place pour imposer ses décisions en disant, de toute façon, il n'y a pas de consensus dans le milieu, qu'importe ce qu'on va adopter comme position, ça ne fera pas l'affaire. Donc, c'est à peu près le pire réflexe qu'on peut avoir, c'est de se diviser dans la communauté quand il est question de se positionner sur des éléments importants comme ça. Puis Mais ça, c'est c'est pas ça. facile. Une fois qu'on Oui, l'a dit, c'est un beau oui. discours théorique, mais je suis conscient que ça demande du temps, ça demande beaucoup de doigté, mais à mon avis, c'est la solution. Puis ajoutons à cela la période où on est, je ne sais pas quel type de défi ça peut rajouter, mais de commencer la première, admettons la première année pour les élus municipaux avec un gouvernement et que ça change d'ici l'année prochaine, et possiblement, hein, j'allais dire, selon les résultats des élections, mais quand même, on a déjà vu qu'il y avait un remaniement, on en a parlé l'autre fois. J'imagine que ça doit rajouter un défi peut-être déjà assez complexe pour les milieux municipaux. Oui, effectivement. On a changé de ministre, notamment aux affaires municipales, au transport, deux ministères qui ont à l'environnement également. Donc, si on regarde dans notre région, là, le, le dossier municipal, bon, le ministère des Affaires municipales, c'est le principal ministère de qui relève nos municipalités. Donc, une nouvelle ministre qui va peut-être arriver avec des nouvelles priorités, une nouvelle vision. On verra. Même chose au niveau des transports. C'est un dossier important pour les municipalités. L'environnement avec le dossier du Garibou, environnement et faune, par exemple pour la Haute-Gaspésie, mais aussi pour l'ensemble des MRC, c'est de plus en plus important. Il y a des orientations nouvelles au niveau environnemental qui sont imposées aux MRC et aux municipalités. Après ça, même le ministère du Tourisme, qui est quand même un dossier extrêmement important au plan économique et social pour notre région. Une nouvelle ministre également, en plus responsable de notre région, qui est à ses premières armes comme ministre. Donc, tout ça, oui, ça veut dire que les municipalités, puis beaucoup d'autres organismes, vont devoir refaire les ponts avec les nouveaux cabinets en place, représenter leur dossier, parce que t'as beau avoir présenté ton dossier à l'ex-ministre, mais la nouvelle équipe arrive, puis généralement, c'est bon de resensibiliser la nouvelle équipe avec le ou la nouvelle ministre en place là, au dossier en question. Donc, c'est une perte de temps, on peut dire, pour les municipalités. C'est du retard dans l'avancement de certains dossiers. Puis c'est peut-être voulu aussi du côté de l'appareil gouvernemental, parce que on est dans une période de restrictions budgétaires, de coupures gouvernementales. Puis les promoteurs, autant les municipalités que l'ensemble des promoteurs qui ont des dossiers sur les bureaux des différents ministres, ben là, avec des nouveaux ministres en place, ça donne tout le prétexte aux nouveaux ministres de dire, ben là, écoutez, il faut prendre le temps de regarder ça avec mon équipe. Puis là, à un moment donné, bon, on pourrait les convoquer, les rencontrer. Tout ce temps-là, tu gagnes des mois. Puis finalement, ben, on se rend à la prochaine élection, puis on n'a pas eu besoin de dépenser, d'engager des argents parce que le dossier a pas assez avancé. Donc, il y a un peu de stratégie gouvernementale là-dedans, c'est bien connu. Oui, sachant que ça pourrait refaire ce même travail si ça venait à changer à nouveau de gouvernement. Donc là, les deux En prochaines plus, années pourraient être assez un enjeu pour les municipalités quand même. oui, ce qu'on dit généralement, c'est que euh, un changement majeur au niveau des titulaires de postes de ministre, là, un remaniement ministériel, il n'y a pas grand monde qui est gagnant là-dedans au niveau de la société parce que généralement, ça signifie un retard dans le traitement des dossiers, puis c'est ça, une série
de nouvelles actions que les promoteurs ou que les municipalités doivent refaire. Donc, le grand gagnant, c'est le gouvernement qui se donne un temps pour pouvoir surseoir à ses décisions. Puis une question pour terminer, parce que ça c'est vraiment par curiosité aussi, là on parle du nouveau ministre des Affaires municipales. Jusqu'à quel point on peut modifier ou des choses peuvent être revisitées, parce que dans le fond il y a une façon de fonctionner en interne, mais est-ce que c'est les municipalités qui se plient, j'imagine, à certaines règles? Comment ça fonctionne en interne? Puis le ministre des Affaires municipales peut changer. Tu parlais de revoir la vision de certaines choses, mais jusqu'à quel point on peut se retrouver à manier ou à manipuler comme ça les éléments de base? Ça varie. Ça varie d'un ministère à l'autre et ça varie d'un enjeu à l'autre. Dans le sens que le ministère, bon, prenons l'exemple du ministère des Affaires municipales. Bon, le ministère a des orientations, il y a des projets de loi, il y a des réformes qui sont en vigueur depuis de nombreuses années. Donc ça, généralement, ça se poursuit. Mais ça n'empêche pas un ou une ministre, fort ou forte, euh, qui aurait une vision différente de vouloir changer certains aspects des projets de loi qui sont sur la table à dessin ou des réformes en place. Mais ça commande une connaissance fine du dossier, des enjeux par le ou la nouvelle ministre en place. Donc, c'est du cas par cas. Par exemple, est-ce que la nouvelle ministre des Affaires municipales, Mme Guilbeault, a les compétences pour remettre en question rapidement, d'ici un an, parce que dans un an, on va être en élection au plan national. Est-ce que là, les connaissances fines du secteur municipal et de ses enjeux pour prendre connaissance de l'état de situation des différents projets de loi, des différentes réformes et vouloir s'impliquer rapidement dans des changements profonds, majeurs, je pose la question. Je n'ai pas les éléments pour juger de ses compétences, là, mais à première vue, ce n'est pas quelqu'un qui vient du monde municipal. Elle est plus au niveau des communications, donc elle va devoir, je pense, se donner un certain temps pour être informée des différents enjeux par son équipe, par ses conseillers politiques. Puis après ça, bon, on verra si elle a le goût de mettre sa touche personnelle. À date, la ministre Guilbeault n'a pas été une ministre qui a amené des grandes réformes, à ma connaissance, dans les différents ministères qu'elle a occupés, que ce soit au niveau sécurité publique ou au niveau transport. C'est quelqu'un qui a occupé la fonction. Bon, généralement de façon correcte, là. Oublions sa clique, qui est un fiasco monumental, mais on ne peut pas juger une personne, une politicienne, juste sur un dossier, même si c'est un dossier majeur. Donc, tu sais, c'est pas quelqu'un, à ma connaissance, qui a fait des grandes réformes. Puis peut-être que les ministères où elle était responsable ne- n'avaient pas de réforme majeure à mettre en branle. Il faut aussi se dire que le mandat des différents ministères et des ministres, là, il est orienté par le premier ministre. Puis là, on va avoir prochainement un événement extrêmement important, c'est l'ouverture d'une nouvelle session, une nouvelle législation, avec un discours du trône ou un discours d'ouverture qu'on appelle. Mais ça, les gens, tu sais, tant que t'as pas passé dans la politique directement, tu sais pas trop c'est quoi cette bebelle-là. Mais un discours du trône ou un discours d'ouverture, là, discours inaugural, il y a plusieurs termes, c'est extrêmement important parce que le premier ministre se donne un plan de match nouveau, généralement, où là, il place ses commandes à l'ensemble de ses ministres. Puis c'est comme quand un nouveau gouvernement arrive en place, ben là, il se donne une feuille de route, hein, un plan de match. C'est lors du discours inaugural que ça se fait. Mais là, le premier ministre Legault a décidé de proroger la session, ça veut dire mettre fin à l'ancienne session, commencer une nouvelle, 15 jours plus tard, puis il va nous arriver avec des nouvelles priorités. Ce qu'on va voir là, c'est qu'il va dicter, chaque ministère va avoir ses priorités. Est-ce que ça va être des nouvelles, totalement nouvelles priorités? Est-ce que ça va être partiellement nouveau? Ou est-ce que ça va être du copier-coller dans certains cas, une continuité pour certains ministères? On verra. C'est juste du discours inaugural du premier ministre qu'on va le savoir. Donc ça aussi, ça peut faire en sorte que, pour répondre à ta question, que les ministres là, se ramassent avec des nouveaux dossiers, des nouvelles priorités. Puis ça ne me surprendrait pas que quelques ministères, par exemple comme la justice, on a dit qu'une des 4 priorités là, du gouvernement, le premier ministre l'a nommé à la nomination de son nouveau conseil des ministres, c'était la sécurité publique. Donc, c'est sûr que le nouveau ministre Lafrenière va sûrement avoir beaucoup
de nouveaux éléments à traiter. Ça, on peut s'attendre à ça. Même chose au niveau on parle au niveau économique. Maintenant, est-ce que ça va toucher les affaires municipales? Est-ce que ça va toucher les différents ministères? Probablement pas. On ne peut pas non plus tout chambarder, là. Mais c'est ça. Donc, je te dirais que la façon, le niveau d'influence d'un ministre dans son ministère dépend de plusieurs facteurs. La commande de son premier ministre, la conjoncture économique. Quand tu veux faire du nouveau, souvent ça prend de l'argent. Est-ce que tu as est-ce que tu as des budgets pour mettre en place des programmes pour faciliter la mise en œuvre de nouvelles mesures, nouveaux changements? Puis aussi, le bout peut-être qui vient en troisième lieu, c'est le niveau de connaissance, le niveau de détermination du ministre ou de la ministre à l'égard des enjeux de son ministère. Tu sais, autrement dit, la capacité d'intervenir, là, est-ce que tu es prêt? Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui est avocat, je présume, puis qui arrive au ministère de la Justice, ben, je pense qu'il devrait être capable d'intervenir plus rapidement parce qu'il est dans son élément. Hein? Quelqu'un qui a été maire ou directeur général d'une ville, qui se ramasse ministre des Affaires municipales, je pense aussi qu'il peut bouger plus vite parce qu'il connaît déjà le domaine. Mais si on prend quelqu'un qui est dans une formation qui n'a rien à voir avec son ministère, ce qui arrive très souvent, ben là, par expérience, ça prend plusieurs mois avant de maîtriser là, ou Mm. connaître là, la plupart des enjeux de ton ministère. Donc là, ça demande plus de temps. Ouais, hein. Bah, on s'entend peut-être pour dire que alors il y a des défis qui attendent les futurs élus municipaux d'ici les prochains mois, j'imagine, même peut-être la première année. Et puis je me disais aussi que en voyant peut-être les dossiers que tu as survolés déjà, qui sont déjà très locaux, soit la main-d'œuvre, l'hébergement, le transport, on fait face à quelque chose de plus national, on va dire provincial, qui peut déjà mettre un peu de bousculer des choses. On va voir comment ça se passe là, mais qui donne cette impression qu'il va y avoir quand même des défis assez majeurs pour les futurs élus. Je sais pas ce que tu en penses, mais Oui, oui, absolument. Puis j'ajouterais à ça un autre élément. Euh, on a parlé beaucoup dans notre chronique là, d'aujourd'hui des dossiers qui sont généralement de compétences municipales, hein. Le transport, mm, ça relève en partie des municipalités, l'habitation, le logement. Mais il y a aussi un autre volet où là, il y a une grande zone grise. Une grande zone grise, c'est tout le volet qui comprend des responsabilités qui sont extrêmement importantes, mais à l'égard desquelles le monde municipal n'a pas vraiment de pouvoir ou d'emprise en vertu des lois, des pouvoirs qu'ont les municipalités. Je donne par exemple la santé. Y a-t-il quelque chose de plus important mm, que la santé? S'il y a un enjeu, tu disais tantôt, c'est quoi la priorité prioritaire? J'ai pas nommé la santé parce qu'on a tenté d'aller plus vers les secteurs sur lesquels les municipalités ont vraiment une mainmise, ont vraiment des pouvoirs. Mais en santé, les municipalités, les MRC, n'ont pas de pouvoir. Sauf que dans les faits, quand tu es maire, quand tu es préfet, quand tu es conseiller ou conseillère, ben, tu peux pas être indifférent, par exemple, à une problématique qui sévit dans ton centre de santé, dans ton hôpital. Puis là, pensons là, concrètement à la Haute-Gaspésie, qui depuis des années se fait couper de façon répétitive, de plus en plus fréquente, par exemple les services d'obstétrique. On a même vu des services d'urgence être fermés dans certains hôpitaux de la Gaspésie dans la dernière année. On voit de plus en plus des fermetures de services, là, puis les raisons qui sont invoquées, c'est le manque de personnel. Il y a 10 ans, fermer un service dans un hôpital, par faute de personnel suffisant, automatiquement, le personnel visé, c'était les médecins. On disait, il n'y a pas de spécialiste en obstétrique, il n'y a pas de chirurgien en fin de semaine, il n'y a pas d'anesthésiste. Donc, c'était ça la raison, c'était l'unique raison pour laquelle on fermait des services médicaux. Maintenant, c'est plus ça. C'est rendu, il manque du personnel au niveau infirmier, infirmière, il manque du personnel de soutien. Donc là, on a franchi une autre étape, là, très différente. Puis ça fait en sorte là, que quand un hôpital voit des services importants fermés de plus en plus, pensons à une urgence, là, avec les grands territoires qu'on a, on a à peu près un hôpital à chaque 100 km en Gaspésie, 100, mm, 125 km. Donc, si tu as un accidenté de la route, là, grave, là, puis il ne peut pas se rendre à l'hôpital qui est à 20 km, mais il doit faire 125 km de plus. Là, c'est 150 km pour te rendre à un hôpital en situation d'urgence. C'est carrément une menace à la vie du patient. Donc là, ça, les municipalités, les MRC, c'est pas dans leur pouvoir légaux traditionnels, mais ça, c'est le genre de dossier aussi qui interpelle de plus en plus les élus municipaux. Et là,
La réponse des élus varie beaucoup d'un élu à l'autre, d'un conseil municipal à l'autre, d'un conseil de MRC à l'autre. Puis ça, c'est un élément, moi, qui, je pense, va devoir, là, va être un élément d'intérêt dans les prochaines années. Il va falloir que nos élus se sentent interpellés beaucoup, tant par des enjeux qui ne sont pas parmi les responsabilités traditionnelles des municipalités, mais qui relèvent souvent du gouvernement. Parce que quand je parlais en début d'entrevue, milieu de vie, Ah mais un oui. milieu de vie où les services de santé sont déficients, c'est pas un bon milieu de vie à rester dedans. On pourrait parler des écoles. On pourrait parler de d'autres. On parlait de services de proximité. Tu sais, ouvrir un dépanneur ou une station-service, c'est pas le rôle de la municipalité. Mais quand tu n'as plus de dépanneur à 20, 25, 30 kilomètres de ta communauté, ça peut devenir un élément important. Non? Donc, c'est tout ce bout-là là, qui est plus, on appelle ça des zones grises, où officiellement, tu n'as pas de pouvoir, mais dans les faits, tu te sens interpellé. Puis je pense que c'est le rôle. C'est peut-être pas la responsabilité, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir légal, mais c'est le rôle et ça doit être une préoccupation importante de la part de nos élus d'être proactifs, puis de ne pas se gêner pour revendiquer auprès des instances gouvernementales des interventions qui ont, dans des domaines qui ont un impact indirect extrêmement important sur l'avenir de la communauté, puis sur le rôle des élus. Donc ça aussi, puis comme je te disais, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des communautés qui sont extrêmement proactives, qui jouent un rôle de chien de garde, là, excuse l'expression, là, Mm. au bon sens, là, tu sais, qui surveillent les intérêts de leur communauté, même si c'est pas dans leur champ de compétences traditionnel. Ils vont être très proactifs, puis d'autres vont dire, ben là, la santé, ça ne nous concerne pas, c'est au ministère de la Santé ou c'est à Santé Québec, puis on n'ose pas trop brasser le gouvernement parce que ça va peut-être les déranger, puis on a peur que ça dérange notre projet d'aqueduc, notre projet de bibliothèque, notre projet d'aréna qui est en demande d'être financière, tu comprends? Là, il y a toute une variante là, qui peut différer beaucoup dépendamment de la nature des élus en place. Merci d'ajouter ce point fort intéressant. Et puis, ça dresse un portrait quand même à quoi peut s'attendre peut-être un futur élu pour les prochaines années. Merci en tout cas Gaëtan pour ton temps. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Notre responsable